Allez, c'est parti. Plongeons directement dans ce qui est, on va pas se mentir, un des très gros morceaux du programme, les stratégies de formulation parentérale et la vectorisation des médicaments. C'est un chapitre dense, il y a des mécanismes complexes et un vocabulaire hyper spécifique. Mais pas de panique, l'objectif aujourd'hui c'est de nous donner une feuille de route visuelle et super claire. On va décortiquer la logique derrière ces formulations pour s'assurer une compréhension totale et une mémorisation en béton, histoire d'éviter tous les pièges d'examen. On va construire ça brique par brique. Au menu de notre session aujourd'hui, d'abord les enjeux et les objectifs, ensuite on fera le tri avec la classification des nanoparticules, puis on fera un gros plan sur les liposomes et leur fameuse transition de phase, on enchaînera sur les thérapies à acide nucléique avant de faire une étude de cas bien concrète sur les vaccins à ARNM et on finira en beauté avec les pièges d'examen à éviter absolument. On commence tout de suite avec notre première partie, les enjeux et objectifs de la vectorisation. Alors pourquoi s'embêter à vectoriser un médicament au lieu de l'injecter pur ? C'est ce qu'on appelle le fameux triple challenge. C'est vraiment la notion fondatrice à maîtriser. Premièrement, le vecteur fait office de bouclier. Il protège les principes actifs qui sont super sensibles, comme l'ARN, pour qu'ils ne soient pas détruits instantanément par notre propre corps. Deuxièmement, on veut cibler activement les cellules malades. Le but, c'est d'aller droit au but pour diminuer la toxicité sur les tissus sains. Et troisièmement, on prolonge l'action du traitement, ce qui permet de diminuer la fréquence des injections pour le patient. Donc le trio gagnant à retenir par cœur, c'est protection, ciblage et observance. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la classification de toutes ces nanoparticules. Ici, on a une séparation absolument cruciale à retenir. D'un côté de l'arbre, on trouve les vecteurs viraux, comme les adénovirus ou les lentivirus, qui piratent la mécanique naturelle des virus. De l'autre côté, la grande star de notre session, les vecteurs chimiques non viraux. Et à l'intérieur de cette catégorie, on distingue trois grandes familles, les inorganiques, les polymériques et bien sûr les lipidiques, où se cachent nos fameux liposomes. Et là, attention, c'est une question très rentable pour les examens. Pourquoi on préfère souvent ces vecteurs chimiques non viraux ? Eh bien, contrairement aux virus qui sont ultra complexes et qui peuvent déclencher une grosse réponse immunitaire, nos nanoparticules lipidiques sont faciles et vraiment pas chères à fabriquer. C'est presque un jeu d'enfant d'y charger des acides nucléiques. Et le gros point fort, c'est leur excellente tolérance. Ils ont une toxicité hyper faible, ils sont super biocompatibles et biodégradables. En plus, avec une taille modulable entre 50 et 500 nanomètres, c'est le gabarit littéralement parfait pour voyager dans le sang incognito sans se faire éliminer tout de suite. Allez, on avance sur la troisième partie, un morceau un peu plus technique, les liposomes et la transition de phase. Visuellement, on pourrait croire que c'est juste une petite bulle de gras, mais c'est bien plus que ça. Un liposome, c'est avant tout un cœur aqueux, qui est idéal pour piéger des molécules hydrophiles. Et ce cœur, il est enveloppé par une ou plusieurs bicouches lipidiques qui, elles, retiennent parfaitement les molécules lipophiles. C'est exactement cette double compétence qui en fait d'un vecteur aussi exceptionnel. Si on regarde ces briques de construction de plus près, la base, c'est le phospholipide, avec sa petite tête polaire hydrophile et ses deux longues chaînes hydrocarbonées lipophiles. Pour l'examen, il faut pouvoir citer des exemples précis comme la phosphatidylcholine et la phosphatidylhétanolamine. Attention au vocabulaire au passage, ce sont des zwitterions, ce qui veut dire qu'ils ont des charges opposées qui s'annulent. Mais si on veut transporter un acide nucléique, qui est chargé négativement, on est bien obligé d'ajouter des lipides cationiques, donc chargés positivement, comme le DOTAP. On retrouve aussi très souvent des lipides qu'on appelle helpers, qui vont rendre le lycosome réactif à son environnement. Bref, c'est de la haute couture chimique. C'est ici que la thermodynamique entre en jeu, et c'est là qu'on gagne des points à l'examen. À basse température, nos lipides sont dans un état de gel solide. C'est rigide, avec des chaînes bien droites en conformation trans. Mais quand la température monte, la membrane fond en quelque sorte et passe à l'état de cristal liquide. C'est beaucoup plus fluide et les chaînes se plient en conformation cis. Et devinez qui joue les chefs d'orchestre là-dedans ? C'est le cholestérol. Il module cette température de transition de phase pour éviter que le liposome ne s'effondre dans le sang ou à l'inverse, qu'il ne reste trop rigide pour fusionner avec la cellule cible. Comprendre cette mécanique de cause à effet est absolument capital. On passe à la quatrième partie et on s'attaque aux thérapies à acide nucléique. Le point de départ ici, c'est le dogme central de la biologie moléculaire. L'ADN est transcrit en ARN, qui lui-même est traduit en protéines. C'est la base. En thérapie génique, si on a une protéine qui est défectueuse ou qui est carrément absente, on va utiliser nos vecteurs lipidiques. Soit on apporte de l'ADN thérapeutique pour forcer la production normale de la protéine, soit on envoie de l'ARN pour interférer avec la machine et la bloquer à la source. L'interférence ARN, c'est un grand classique des sujets d'examen. Ici, l'ordre chronologique des étapes est non négociable. Il faut le connaître sur le bout des doigts. D'abord, le vecteur largue le petit ARN dans la cellule. Si c'est un shRNA, il va se faire tailler sur mesure par une enzyme qui s'appelle dicer. Ensuite, l'étape clé, l'intégration dans le complexe protéique RISC. Ce complexe est hyper intelligent. Il ne garde que le bras antisens. Ce brin va servir de radar pour repérer l'ARN messager cible, responsable de la maladie, et pouf, le découper.
Le résultat net, c'est que la protéine malade n'est tout simplement jamais produite. Quand on regarde le complexe RISC en action, c'est fascinant. C'est littéralement une paire de ciseaux moléculaires ultra précises. Le brin d'ARN qu'on a apporté s'hybride parfaitement avec l'ARM défectueux. Une fois coupé, l'ARM est détruit. C'est ce qu'on appelle l'extinction ou le silencing du gène. C'est de la véritable microchirurgie à l'échelle cellulaire. On passe à la pratique avec notre partie 5, une étude de cas concrète sur les vaccins ARNM. Prenons un exemple réel, le vaccin Comirnaty. Dans cette recette, chaque ingrédient a un rôle calculé au millimètre. Le principe actif, c'est un ARN messager extrêmement fragile. Il est donc encapsulé dans des nanoparticules de lipides très spécifiques. Comme le DPSC, on ajoute du cholestérol pour la stabilité et un lipide cationique pour lier l'ARNM. Ensuite, on y met des sels, comme un tampon PBS, histoire de maintenir une bonne tolérance au pH. Et le petit dernier, c'est le saccharose. Ce sucre joue exactement le rôle d'un liquide antigel. C'est un cryoprotecteur. Il empêche nos précieuses nanoparticules de s'agglomérer ou de se détruire pendant leur stockage à ultra basse température. Au final, on obtient une sphère lipidique complexe qui est vraiment le fruit de décennies de recherche. Il faut bien comprendre que sans cet emballage précis, un ARM nu balancé dans le corps serait dévoré par nos enzymes en quelques secondes. C'est véritablement l'excipient et l'architecture du vecteur qui sauvent l'information génétique et rendent toute la thérapie possible jusqu'à la cellule. Et on arrive à la dernière étape, notre partie 6, le résumé et surtout les fameux pièges d'examen. Attention, ce tableau récapitulatif, c'est le piège typique dans lequel il ne faut pas tomber. La destination finale de notre vecteur dépend entièrement du type de thérapie. C'est simple. Un ADN plasmique, ça doit absolument aller dans le noyau pour être transcrit. Son action va être continue, mais la barrière à franchir est immense. Par contre, les petits ARN comme le siRN, eux, n'ont besoin d'arriver que dans le cytoplasme pour trouver le complexe risque. Leur action sera plus transitoire. Confondre le site d'action de l'ADN et celui de l'ARN, c'est perdre des points bêtement. Gardez bien cette distinction en tête. Ce qui nous amène à définir rigoureusement le mot-clé absolu, la translocation. C'est quoi concrètement? C'est le voyage physique, le passage d'une frontière cellulaire par notre molécule. Si le vecteur lipidique livre un ADN plasmidique dans le cytoplasme, mais que celui-ci n'arrive pas à traverser les pores du noyau, eh bien c'est un échec à 100%. Le vecteur doit donc être conçu spécifiquement pour forcer cette translocation. Pour boucler la boucle, on voit bien que formuler un médicament, ce n'est pas juste mélanger des poudres. C'est de l'ingénierie moléculaire de très très haute précision. De la fluidité d'une membrane jusqu'à la fameuse translocation nucléaire, le moindre détail compte. Maîtriser ces concepts, ça permet de cartonner aux évaluations, oui, mais c'est surtout comprendre la grammaire des médicaments de demain. Alors, la question qui se pose pour terminer, sachant tout cela, comment la maîtrise parfaite de ces mécanismes va-t-elle nous permettre de designer la toute prochaine génération de nanomédecine ciblée, celles qui traqueront le cancer à la cellule près? Je laisse ça à notre réflexion. Bonne révision à tous, revoyez bien ces mécanismes en boucle, et pour l'examen, ça va passer tout seul.